À nouveau, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Nous démarrons ce matin avec une note en bref. La Direction générale des douanes offre une seconde chance aux candidats au concours de recrutement de 150 fonctionnaires qui n'ont pas pu composer les épreuves sportives. Un communiqué officiel publié ce lundi 15 septembre 2025 annonce l'organisation d'une session supplémentaire qui se tiendra samedi 20 septembre 2025 à 6 heures précises, simultanément au lycée Mathieu Bouquet à Parakou et au Collège d'enseignement général Sainte-Rita à Cotonou. Les candidats concernés sont invités à se présenter dans l'un de ces centres. D'une information à une autre, une session de renforcement de capacité sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques et les chantiers de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a été lancée lundi 15 septembre 2025 à Cotonou. Dédiée aux professionnels des médias de la plateforme de la Commission des 8 États membres, cette session de sensibilisation permettra de mieux aguerrir les participants sur les missions et la vision de développement économique de l'Union. Le compte rendu. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, démontre une fois encore sa volonté d'associer les journalistes de la plateforme des médias de l'UEMOA, issus des 8 États membres de la Commission, aux grandes étapes de l'intégration régionale afin de renforcer la qualité de l'information économique et institutionnelle. Et ce, à travers une session de formation des journalistes des États membres de l'UEMOA sur les politiques, la gouvernance, les indicateurs économiques et les chantiers de l'Union lancés dans la matinée de ce lundi 15 septembre 2025 à Cotonou. Après avoir salué les nombreuses missions mises en œuvre pour renforcer les capacités des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, Léonard Dossou, coordonnateur de la plateforme des médias de l'UEMOA, a souligné la nécessité de mettre en application les recommandations formulées lors du premier colloque sous-régional à Abidjan. Nous ne devons pas laisser ces recommandations dormir dans les tiroirs. Je voudrais ici plaider devant la commission de l'UEMOA et devant nos partenaires pour que leur mise en œuvre soit rapidement engagée. Car il est urgent, par exemple, d'intégrer dans les programmes de formation continue des modules sur la macroéconomie, l'analyse budgétaire, l'intelligence artificielle, le fact-checking et le data journalisme. De même, il importe de lancer sans délai l'étude régionale sur la presse économique dans l'UEMOA. Il a également annoncé l'organisation prochaine du Forum international de la presse économique de l'Afrique de l'Ouest, tout en sollicitant le soutien de la Commission et des partenaires. Nous voulons profiter de cette tribune pour annoncer et solliciter l'accompagnement de la Commission et de nos partenaires à l'organisation. Dès l'année prochaine, notre forum, le Forum international de la presse économique de l'Afrique de l'Ouest, West Africa Eco Forum. Ce forum se tiendra autour du thème « Innover pour l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest ». La présente mission, réunissant les journalistes de la plateforme des médias de l'UEMOA, permettra de rappeler les missions de la Commission, de présenter les 2 documents stratégiques de la Commission et d'aborder les problématiques liées à la gouvernance économique, aux indicateurs et aux politiques économiques. Dans le but de poursuivre efficacement la mise en œuvre des objectifs de l'Union, la vision prospective de l'UEMOA à l'horizon 2040 a été élaborée et vise à faire de l'Union un espace économique et monétaire durablement intégré, paisible et prospère, ouvert sur l'Afrique avec une position stratégique consolidée dans le monde. La Commission envisage à l'horizon 2030 d'être une institution agile, locomotive de l'approfondissement de l'intégration et de la transformation structurelle des économies des États membres. Lancée ce 15 septembre 2025, cette formation prendra fin le 19 septembre prochain. Elle vise à informer les journalistes sur les grands chantiers à mettre en œuvre pour la transformation structurelle des économies de l'espace communautaire.
Nous poursuivons ce bulletin d'information avec une note en bref. Le commissariat d'arrondissement de Godomé a procédé à l'arrestation d'un individu soupçonné d'être à la tête d'un vaste réseau d'escroquerie lié au transfert d'argent mobile, Momo. Recherché depuis plusieurs mois, il est accusé d'avoir abusé de la confiance de nombreuses victimes dans plusieurs localités du pays. Selon les sources de PIS FM, son mode opératoire consistait à se faire recruter dans des cabines Momo grâce à des annonces diffusées sur les radios et les réseaux sociaux. Une fois sur place, il vidait les comptes des propriétaires, s'emparait des téléphones de transfert et disparaissait. Sa dernière opération, il y a environ 2 semaines, lui aurait permis de dérober plus de 2 millions de francs CFA et des téléphones portables. Une enquête est en cours pour évaluer l'ampleur réelle des préjudices et retrouver d'éventuels complices. Sur un autre volet à présent, à travers une rencontre tenue le samedi 13 septembre 2025 à Cotonou, la Fondation Sylvanus Haïti a partagé avec les citoyens du 4e arrondissement ses fondements, visions et réalisations. L'initiative vise à renforcer la proximité avec les populations et à élargir l'impact des actions sociales portées depuis plus de 30 ans par son président Sylvanus Haïti. Voici le compte rendu. Faire connaître les fondements, les visions et les actions de la Fondation Sylvanus Haïti afin d'élargir l'impact de ses œuvres, tel est l'objectif de cette séance d'échange organisée ce samedi 13 septembre 2025 à Cotonou, en particulier avec les citoyens du 4e arrondissement. Créée il y a plus de 3 décennies, la Fondation Sylvanus Haïti s'illustre par son engagement en faveur du bien-être des populations et par son accompagnement des actions du chef de l'État Patrice Talon dans la perspective d'améliorer les conditions de vie à la base. Une fondation, c'est d'abord la santé, lutter contre les maladies, à soutenir les malades, à conseiller les malades et à faire en sorte que chacun de nous puisse être sensibilisé à repousser la maladie. Et en dehors de ça, nous sommes dans l'éducation. Les enfants doivent être éduqués, ils doivent aller à l'école. Dans ce cadre, nous avons des activités que nos partenaires sont prêts à nous accompagner. Nous allons valoriser le Bénin en portant en haut nos cultures. Dans une dynamique de nationalisation et d'internationalisation, le président Sylvanus Haïti s'investit chaque jour pour mettre en place les bases nécessaires afin d'atteindre ensemble les objectifs communs. Il faut quand même que ce soit structuré. Donc cela, ils sont en train de faire la structuration, de structurer un peu partout pour que la fondation soit une grande fondation. Et pour être national, il faut travailler un peu partout. Il faut que cette fondation ait ses bases pour servir du relais au siège national, puisque lorsque nous voulons aller agir dans un quartier, soutenir la population, nous n'allons pas rentrer dans les maisons. Il faut quand même appeler la base qui est là et dire à la base, écoutez, nous avons des messages pour vous. Alors la base se rejoint. À travers une communication animée par Martial Tirbus Zanon, les actions réalisées depuis la création de la fondation ainsi que les projets à venir ont été présentés aux populations du 4e arrondissement. Cette rencontre a été rehaussée par la présence de la députée Chantal Haï qui a salué les initiatives et l'accompagnement constant de la fondation auprès des populations. Au-delà de la camaraderie partisane, c'est d'abord l'effort qui est fait que je suis venue saluer. L'effort qui est fait pour accompagner les populations, l'effort qui est fait pour déconcentrer, pour répondre aux attentes des populations aux côtés des actions de l'État. C'est ça que je suis venue saluer. D'ailleurs, je profite du micro encore pour dire au président de cette fondation que c'est une belle œuvre, et que je l'encourage, je l'incite à aller le plus loin possible. La jeunesse, fortement représentée à cette rencontre, a également exprimé sa gratitude au président Sylvanus Haïti, reconnaissant la pertinence de ses actions qui s'inscrivent dans la vision du chantre de la rupture. Et
nous sommes fiers de soutenir un jeune qui a un événement, qui a un programme de grande envergure pour soutenir la jeunesse, surtout le social ainsi que culturel, sportif, pour accompagner les jeunes. Ce moment d'échange avec la base du 4e arrondissement de Cotonou marque un véritable succès pour Sylvanus Aïssi, qui réaffirme sa détermination à intensifier ses actions de bienfaisance au service du bien-être collectif. En interactualité au Malawi, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président ce mardi 7 septembre 2025. Le scrutin intervient dans un contexte de crise économique avec une inflation qui frôle les 30%, tandis que le prix du maïs a été multiplié par 6 en 4 ans. 17 candidats sont en lice, dont le président sortant Lazarou Chakwera et son prédécesseur Peter Mutharika. L'un et l'autre s'étaient déjà affrontés lors du scrutin de 2019. Au Malawi, à la mi-journée, l'ambiance est globalement calme dans la plupart des 15 000 bureaux de vote, mais certains ont ouvert avec du retard, parfois jusqu'à 1 heure, à cause de panne d'appareils biométriques destinés à identifier les électeurs. La commission électorale promet de compenser en prolongeant le vote là où ce sera nécessaire. La participation est l'un des enjeux majeurs. 7,2 millions sont appelés aux urnes pour désigner le président, soit plus qu'en 2019, mais loin des 11 millions espérés. En 2020, elle s'est levée à 62%, légèrement en dessous de la moyenne régionale. Les premiers résultats provisoires sont attendus dans la nuit et si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, 50% plus une voix, un second tour sera organisé dans les 60 jours. Si 17 candidats sont en lice au total, 2 font figure de grands favoris. Le premier est Lazarou Chakwera, 70 ans, pasteur évangélique devenu président qui demande 5 ans de plus pour terminer le travail. En 2020, il avait promis de relancer l'économie, de combattre la corruption. Mais son quinquennat a été marqué par une inflation record et par le scandale SATA du nom d'un homme d'affaires accusé d'avoir corrompu plusieurs responsables malawites, ce qui a poussé son vice-président à la démission. Le second est Peter Mutharika, 85 ans, le principal opposant du chef de l'État sortant, qui mise sur le rejet du gouvernement actuel. Ancien professeur de droit, président de 2014 à 2020, il promet de restaurer la discipline budgétaire et de protéger les lanceurs d'alerte. Mais il traîne lui aussi un loup passif. Les violences de ses cadets, des groupes de jeunes partisans accusés d'intimidation et le scandale de corruption Cashgate hérité de sa prédécesseure Joyce Banda. Malgré leurs différences, les deux hommes partagent un même handicap, un électorat désabusé. Selon l'analyste Michel Jana, ils recyclent les mêmes promesses sans rendre compte sur leur bilan passé. Et dans un pays où 7 millions d'électeurs se sont inscrits sur 11 millions en âge de voter, le futur président risque de disposer d'un mandat affaibli. Le pays de 21 millions d'habitants ne se sort pas d'une crise monétaire qui paralyse son économie, précise Alessi Bédou du service économie de RFI. S'il y a ceux qui ont encore de l'espoir, il y a des désenchantés de la politique. Le Malawi est l'un des pays les plus pauvres du monde. Les 3/4 de la population vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Les sondages annoncent un duel serré entre les deux anciens présidents, le sortant Lazarou Chakwera et celui qui l'a précédé, Peter Mutharika, qui espère retrouver la présidence. Au Tchad, cela fait 4 mois que l'opposant Sesses Masra est en détention. Interpellé à l'aube à son domicile, le 16 mai, il a été condamné le 9 août à 20 ans de prison ferme et 1 milliard de francs CFA d'amende, de dommages et d'intérêts pour diffusion de messages à caractère haineux et complicité de meurtre dans l'affaire de Mandakoa. Ce massacre avait coûté la vie à une quarantaine de personnes dans un village du sud du pays 2 jours avant l'arrestation de l'opposant. Au Tchad, la situation du fondateur du parti Les Transformateurs inquiète ses défenseurs et ses militants, mais surtout sa famille. Notre mère est prête à prendre la place de son fils en prison, explique Chancel Asiyonga. La sœur de Sesses Masra parle de lui comme d'un otage judiciaire pour la simple raison qu'il a été enlevé sans mandat d'arrêt et ensuite il a été condamné alors qu'il n'y a aucun lien de causalité qui a été prouvé, démontré. Il n'a la possibilité de voir que ses avocats. À son anniversaire, on a fait une demande
pour que ma mère puisse se rendre sur place tout simplement pour couper un gâteau avec lui. Ça a été rejeté. Son médecin a demandé à ce que les analyses soient faites. Le gouvernement a rejeté. Le but est vraiment de faire comprendre à n'importe qui, en tant que Tchadien ou Tchadienne, qui souhaiterait dénoncer les injustices, ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, de dissuader tout simplement les gens, continue-t-elle. Chancel Assiyonga demande à ce que la communauté internationale ne reste pas passive et qu'elle ne ferme pas les yeux sur le cas de Socès Masra parce que n'est pas un cas qui est isolé, termine-t-elle. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Latifat Kowinu.